Aujourd'hui, nous allons voir un nouveau chapitre concernant la responsabilité civile. Cette responsabilité civile, nous allons d'abord la délimiter et regarder et étudier surtout les grandes lignes de l'évolution. Mais avant d'entreprendre l'étude technique du droit de la responsabilité civile, il est opportun de tracer les frontières de la matière, de dégager les grandes lignes de l'évolution en cours et faire apparaître les spécificités du droit marocain dans ce domaine. D'une manière très sommaire, on peut dire que le droit ou l'évolution du droit de la responsabilité civile, il s'est fait dans trois directions principales. D'abord, dans le sens de son autonomie, dans le sens de son objectivisation et dans le sens de sa collectivisation. La responsabilité civile, longtemps confondue avec la responsabilité pénale, a acquis son autonomie. Comment? Eh bien, historiquement, la réparation ne se détachait pas de la punition. En droit romain, réparation et punition sont indissociables, se réalisant par le droit de vengeance direct reconnu à la victime. Donc, à l'époque, il n'existait pas de justice institutionnalisée. Plus tard, on admet que la victime peut renoncer à la vengeance privée moyennant une somme d'argent. C'est le système de ce que nous avons appelé le système de la composition qui a une double fonction, réparer et punir. Mais avec l'émergence d'un pouvoir centralisé, l'État cherchera à prendre en charge la répression et imposera le système de la composition qui devient obligatoire. Donc l'État, dans un premier temps, a établi une liste des faits dommageables donnant lieu à la responsabilité civile et un tarif des compositions correspondantes. Mais ce n'est qu'à partir du XIIIe siècle que l'ancien droit français parvient à faire la distinction et à dissocier la responsabilité pénale de la responsabilité civile, et même mieux que ça, remplacer la liste des activités dommageables par un principe général selon lequel quiconque cause un dommage à autrui par sa faute est tenu de le réparer. C'est un article qu'on va trouver aujourd'hui dans le DEC par les articles 77-78, dans le cas de la responsabilité. Il faut également mentionner qu'en droit musulman, le monde pré-islamique connaît aussi la vengeance privée, exercée par la victime. Ça veut dire que la tribu ou la famille peut réclamer la diya. Il faut dire que l'islam ne s'oppose pas à la loi du talion, mais il impose quand même une individualisation de la peine. C'est donc l'auteur de l'acte coupable et lui seul qui doit subir le qasas. Mais au fur et à mesure, encore une fois, que le pouvoir central se consolide, la responsabilité civile acquiert son autonomie. Donc, cette autonomie de la responsabilité civile, on va l'étudier par rapport à la responsabilité pénale et on va tracer, si vous voulez, dans un premier temps, les contours de cette responsabilité civile. Alors, on dit que celui qui cause un dommage à autrui s'expose à en rendre compte devant sa conscience d'abord. C'est-à-dire qu'on peut avoir une mauvaise conscience, on peut avoir des remords, des sentiments de culpabilité, mais ceci relève de la responsabilité morale. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce n'est pas cette responsabilité morale, mais une responsabilité, encore une fois, juridique, parce que nous sommes dans une responsabilité civile juridique. Cette responsabilité juridique, elle peut revêtir encore deux formes. Comme on vient de l'énoncer dans notre introduction, elle peut être une responsabilité pénale, ça veut dire qu'elle conduit à infliger une sanction à l'auteur du dommage, ou elle peut être la responsabilité civile qui cherche simplement à réparer le dommage. Donc nous sommes dans la répression et la réparation. Cette responsabilité civile, elle peut être soit contractuelle, soit délictuelle. Donc nous aurons l'occasion de voir quelles sont les différences, la distinction entre la responsabilité délictuelle et la responsabilité contractuelle. Mais restons d'abord concentrés sur cette autonomie de la responsabilité civile par rapport à la responsabilité pénale, et cette autonomie, elle va quelque part
on va quelque part trouver une interférence entre la responsabilité pénale et la responsabilité civile. Dans un premier temps, donc nous allons étudier cette autonomie de la responsabilité civile. Eh bien, la responsabilité civile, elle est autonome par rapport à la responsabilité pénale au niveau de ses fonctions, au niveau de son champ d'application, au niveau de son fondement et au niveau de sa mise en œuvre. Voilà les 4 points sur lesquels la responsabilité civile, elle est bien autonome par rapport à la responsabilité pénale. Mais cela n'empêche que nous aurons l'occasion de voir dans un second plan que malgré cette autonomie de la responsabilité civile avec la responsabilité pénale, il y a ce qu'on appelle des interférences de la responsabilité civile par rapport à la responsabilité pénale. D'abord, l'autonomie de la responsabilité civile se manifeste au niveau de la fonction. Qu'est-ce qu'on entend par la fonction? Eh bien, entre la responsabilité civile et la responsabilité pénale, il y a cette différence au niveau de la fonction. Ça veut dire que si dans la responsabilité pénale on vise la défense de la société contre les agissements qui troublent l'ordre social et que le droit pénal recourt à la sanction, à l'amendement et même à l'incarcération, la responsabilité civile, quant à elle, cherche simplement à procurer une réparation à la victime du dommage. Donc la fonction n'étant pas la même. Dans le premier cas, ça veut dire dans la fonction pénale, la fonction elle est répressive, et dans la fonction civile, la fonction elle est réparatrice. Dans un deuxième point, le champ d'application de la responsabilité civile n'est pas le même pour la responsabilité pénale. En effet, compte tenu de la gravité de la sanction pénale, le domaine, donc le champ d'application, le domaine de la responsabilité pénale se trouve tout simplement limité. Il est rigoureusement limité. Il est limité en vertu d'un principe juridique. C'est le principe de la légalité des délits et des peines tel qu'il est prévu dans le code pénal. Donc le juge répressif ne peut sanctionner que des agissements incriminés prévus par la loi. En aucun moment, il ne peut sortir de ce champ d'application, de ce principe de légalité des délits de peine. En revanche, en matière de droit civil, le droit civil n'établit pas des listes des actes générateurs de responsabilité civile. La loi civile se contente d'énoncer, encore une fois, que toute activité dommageable oblige son auteur à réparer. Donc c'est pourquoi le nombre des délits civils est infini. Puisqu'on parle de toute activité dommageable, il est infini, alors que le nombre des infractions pénales, il est vraiment limité et rigoureusement limité. Au niveau maintenant du fondement, c'est notre troisième point, en droit pénal, ce qui compte, c'est l'existence d'une faute. Et la faute, elle est pénale, d'abord personnelle. Cela veut dire que la sanction pénale ne peut toucher et affecter que l'auteur de l'infraction. Quand on dit que la sanction pénale ne peut affecter que l'auteur de l'infraction, ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle, en droit pénal, encore une fois, le principe de la personnalité des peines. Le principe de la personnalité des peines, ça veut dire que seule la personne qui a commis la faute est punie. Et non seulement elle est punie d'une sanction, mais la deuxième caractéristique au niveau de ce fondement, c'est que la sanction pénale est aussi proportionnée à la gravité de la faute. C'est très important qu'elle soit proportionnée à la gravité de la faute. Ça veut dire que nous avons ici, en fait, deux sous-conditions dans le fondement. Il y a le fondement de la personnalité des peines, et le deuxième sous-fondement, il y a ce qu'on appelle la proportionnalité à la gravité de la faute. Eh bien,
cette caractéristique de la personnalité et la proportionnalité à la gravité de la faute, en droit civil, ce qui compte, c'est d'abord l'existence d'un préjudice. Puisqu'on dit que sans préjudice, il n'y a pas de responsabilité civile. Et donc, à partir du moment où on parle d'un préjudice, ça veut dire qu'une autre personne, autre que l'auteur du préjudice, peut réparer. Ça veut dire qu'ici, quelque part, nous perdons le principe de la proportionnalité et même le principe de la personnalité des peines, puisque une autre personne, autre que l'auteur du dommage, peut avoir à réparer. Et par conséquent, la réparation doit en principe être non pas proportionnée par rapport à la gravité de la faute, mais elle est proportionnée par rapport à l'étendue du préjudice, puisqu'on a dit qu'une autre personne autre que le responsable peut réparer. Donc on parle ici de l'étendue du préjudice et non pas de la gravité de la faute. Le troisième fondement aussi, c'est la mise en œuvre. Nous savons tous qu'en matière pénale, c'est le ministère public qui déclenche l'action publique. Donc il met en œuvre, si vous voulez, le procès pénal. Et non seulement il met le procès pénal, puisque nous avons dit qu'en matière pénale, nous voyons beaucoup plus l'intérêt général, nous voyons beaucoup plus la société, l'ordre public, et donc c'est le ministère public qui déclenche, si vous voulez, qui met en œuvre le procès pénal, et qui doit aussi prouver la culpabilité du prévenu, et donc requérir la peine devant les tribunaux répressifs. Dans ce sens, le ministère public va occuper la place du demandeur, et l'auteur de l'infraction occupera la place du défendeur. En matière ou dans le procès civil, c'est la victime du dommage ou ses ayants droit qui mettent en œuvre le procès civil devant le juge civil. Donc la victime du dommage occupera la place du demandeur et l'auteur du dommage occupera la place du défendeur. Cette mise en œuvre en pratique constitue, si vous voulez, cette mise en œuvre en pratique, elle est faite de telle manière que l'action publique et l'action civile peuvent se déclencher d'une manière, si vous voulez, autonome. Mais dans la pratique, un même fait constitue à la fois un délit pénal et un délit civil. Ce qui explique ces interférences entre la responsabilité civile et la responsabilité pénale dont j'ai parlé dans mon introduction. Je vous ai dit que dans une première partie, il y a cette autonomie, cette indépendance, si vous voulez, de la responsabilité pénale avec la responsabilité civile, mais cette indépendance n'exclut pas pour autant une interférence, une interdépendance entre la responsabilité civile et la responsabilité pénale. Alors, nous allons voir comment se manifeste cette interférence entre la responsabilité civile et la responsabilité pénale. En pratique, la responsabilité pénale se double souvent d'une responsabilité civile. Autrement dit que les actes constitutifs de l'infraction pénale sont aussi générateurs de responsabilité civile. Et là, je vous donne un exemple concernant, par exemple, un accident de la circulation. Un accident de la circulation où il va y avoir une victime et peut-être cette victime va décéder et peut-être que cette victime, elle va demander aussi bien une action sur le droit pénal que sur l'action sur le droit civil. Elle va demander une action sur le droit pénal parce que probablement, encore une fois c'est un exemple, que la personne coupable, responsable, n'a pas manifesté suffisamment de prudence au niveau de la conduite, et donc cette imprudence a entraîné, si vous voulez, un accident grave, et de telle manière que la victime demande des dommages et intérêts. Donc elle va intenter une action devant le pénal et devant le droit civil, devant les juridictions civiles. L'action, donc, si la victime peut porter donc son action en indemnité, donc soit le tribunal répressif. Donc si elle commence déjà par demander devant le droit pénal, devant les tribunaux répressifs,
nous allons dire que l'action civile est alors exercée accessoirement à l'action publique, en vertu du Code de procédure pénale. Ça veut dire qu'elle a mis, si vous voulez, en exergue, elle a mis en priorité beaucoup plus l'action répressive que l'action civile. Mais elle va se constituer en partie civile, attention, elle n'abandonne pas pour autant, mais elle va d'abord devant les tribunaux répressifs. Nous pouvons dire que l'action civile est alors exercée accessoirement à l'action publique. Dans un deuxième cas, la victime, elle peut demander devant le tribunal civil les indemnités des dommages-intérêts. Nous allons dire que cette action en indemnité est exercée à titre principal. Dans le premier cas, l'action civile sera dans la dépendance de l'action publique. Même quand bien même l'action en indemnité est exercée à titre principal, elle reste dans une certaine mesure dans la dépendance de l'action publique. Puisque si elle a demandé d'abord à titre principal des dommages-intérêts, eh bien cette action devant le civil restera, encore une fois, dans la dépendance de l'action publique. Elle restera dans cette dépendance, et ce en raison de plusieurs règles de procédure. La première règle, et qui est prévue dans le Code de procédure pénale, et que vous aurez l'occasion également d'étudier dans le cours du droit pénal, ça veut dire que le criminel tient le civil en l'état. Ça veut dire que le pénal tient le civil en l'état. Cet article du Code de procédure pénale énonce qu'il est sursis au jugement de l'action civile par la juridiction civile tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en œuvre. En d'autres termes, cela veut dire que lorsque le juge pénal a été saisi, le juge civil ne peut se prononcer qu'après que le juge répressif, c'est-à-dire pénal, ait rendu une décision définitive. Et donc, l'action portée devant le juge civil est donc suspendue et non pas annulée, elle est suspendue, ça veut dire qu'elle est sursis à exécution tant qu'il n'a pas été statué sur l'action publique. Ça veut dire que le juge pénal, une fois qu'il va se prononcer, en attendra son prononcé quant à la sanction pour que le juge civil se prononcera justement sur les dommages et intérêts. La deuxième règle, si vous voulez, de procédure qui est aussi appliquée dans cette partie de l'interférence de la responsabilité civile avec la responsabilité pénale, c'est l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. Eh bien, cette autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, cette règle suppose qu'une décision pénale peut être rendue avant la décision civile. La règle oblige que le juge civil doit s'incliner, encore une fois, devant la décision pénale et il lui interdit formellement de la contrarier. Ça veut dire que si la décision pénale est une décision de condamnation, le problème ne se pose pas à ce niveau puisque la victime peut toujours s'adresser au juge civil pour obtenir réparation. Ça, si vous voulez, c'est le schéma classique. Ça veut dire qu'on va attendre que le juge pénal se prononce sur la décision, premier cas de figure. À ce moment-là, on va demander des dommages-intérêts. Deuxième cas de figure, l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. Cela veut dire que la règle oblige que le juge civil s'incline. Il n'a pas le droit de contrarier la décision du juge pénal. Et donc, il n'y aura pas de difficulté puisque la victime, une fois que la décision du juge pénal sera prononcée, elle peut s'adresser au juge civil pour obtenir réparation de la faute ou du préjudice. En revanche, le problème se complique un
il se complique un peu lorsque la décision pénale est une décision d'acquittement. Et là, la situation, elle est un peu plus délicate. Cela veut dire que si le juge pénal a acquitté pour absence de faute le prévenu, le juge civil ne peut retenir la responsabilité civile sur la base d'une faute. Ça veut dire que l'acquittement sur la base d'une absence de faute, le juge civil ne peut retenir cette responsabilité sur la faute pour pouvoir prononcer ces dommages-intérêts, et ce, en vertu, justement, du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. Cependant, cette règle de dire que le juge civil ne peut retenir la responsabilité civile sur la base d'une faute qui n'a pas été retenue par le juge pénal, cette règle ne fait pas obstacle à la réparation pour les tiers. En effet, la victime, elle peut baser son action sur un régime de ce que nous appelons un régime de responsabilité civile sans faute. Ce régime de la responsabilité civile sans faute, c'est tout ce qui est responsabilité civile délictuelle. En effet, un arrêt de la jurisprudence a jugé que l'acquittement au pénal n'interdit pas au juge civil de condamner la réparation sur la base de l'article 88 du DOC. Et que dit cet article de 88? Eh bien, chacun doit répondre du dommage causé par les choses qu'il a sous sa garde lorsqu'il est justifié que ces choses sont la cause directe du dommage. Donc, vous voyez bien que, à défaut de faute, pour condamner, on peut retenir une responsabilité basée sur une absence de faute en vertu de l'article 88 du DOC. Troisième principe, c'est le principe donc de la solidarité des prescriptions. Et nous savons que le législateur français estime que la prescription de l'action publique entraîne automatiquement la prescription de l'action civile, sachant que effectivement que l'action publique, elle est beaucoup plus longue en période que l'action civile. Cette règle n'a pas son équivalent en droit marocain, puisque l'action civile ne se prescrit que selon des règles du droit civil. En effet, en vertu de l'article 106 du Dahir des obligations et contrats, que l'action en indemnité se prescrit par 5 ans à partir du moment où la partie lésée a eu connaissance du dommage, et elle se prescrit dans tous les cas par 20 ans à partir du moment où le dommage a eu lieu. Quant à l'action publique, reste cependant que l'action publique est prescrite, elle peut être prescrite, mais l'action civile mais une fois que l'action publique est prescrite, l'action civile ne peut plus être portée devant les tribunaux répressifs. Donc voilà plus ou moins le champ, si vous voulez, d'application et les fondements et la mise en œuvre de la responsabilité civile par rapport à la responsabilité pénale. Il faut aussi souligner qu'une fois qu'on a dégagé cette responsabilité civile par rapport à cette responsabilité pénale, nous allons nous concentrer maintenant sur, si vous voulez, la responsabilité civile contractuelle et la responsabilité civile délictuelle. La responsabilité civile contractuelle et la responsabilité civile délictuelle, c'est le régime de la responsabilité civile en matière de droit civil. Et le DOC, il réglemente séparément la responsabilité qui découle d'un délit ou d'un quasi-délit, ça veut dire la responsabilité délictuelle par les articles 77 et suivants, et celle qui résulte de l'inexécution d'une obligation contractuelle en vertu des articles 261 et suivants. Il faut mentionner que les responsabilités délictuelles et la responsabilité contractuelle constituent les deux volets de la responsabilité civile, puisque dans les deux cas, le responsable est tenu à la réparation du dommage. Mais ces deux responsabilités sont nettement distinctes, même si elles sont parfois mises en œuvre dans des circonstances très voisines. La responsabilité contractuelle a sa source dans le contrat.
Et l'obligation de réparer y résulte de l'inexécution d'une obligation contractuelle. C'est donc l'existence du contrat qui donne sa spécificité à la responsabilité contractuelle. Par rapport à la responsabilité délictuelle, qui constitue le droit commun, puisque j'ai déjà mentionné pourquoi on parle du droit commun de la responsabilité délictuelle, parce que pour le juge, le défaut d'un contrat, il bascule directement dans la responsabilité délictuelle, d'où on dit qu'elle constitue, si vous voulez, le régime commun par rapport à la responsabilité contractuelle qui apparaît comme un régime d'exception et qui ne peut être mis en œuvre que lorsque certaines conditions se trouvent réunies. Cela veut dire que cela suppose l'existence d'un contrat, elle ne peut jouer contre les parties au contrat et elle résulte d'une inexécution d'une obligation contractuelle. Quand ces conditions ne se trouvent pas réunies, il ne peut s'agir que de la responsabilité délictuelle. Donc d'où l'expression régime droit commun. Entre la responsabilité délictuelle et la responsabilité contractuelle, il existe des différences de régime. La prescription, la preuve de la faute, qui font que la victime peut avoir avantage à choisir entre l'une ou l'autre. La question que l'on se pose, la victime a-t-elle le choix de choisir le régime adéquat? Eh bien, le principe du non-cumul impose une réponse négative. En effet, il interdit toute possibilité de combinaison. La victime ne peut fonder son action sur des éléments empruntés tantôt du régime civil, contractuel ou du régime délictuel. Il faut dire aussi que cette responsabilité civile contractuelle, nous l'avons déjà vu, elle obéit à des conditions juridiques qui sont déjà précisées dans le DOC et nous avons déjà discuté sur ces trois conditions. Ça veut dire l'inexécution, le contrat et l'obligation de ne pas exécuter le contrat. Si je dois rapidement parler de la responsabilité délictuelle qui va porter nettement la marque du droit français, puisque nous nous sommes inspirés de ce qui s'est passé en droit français pour le transporter en droit, dans notre droit marocain. Cependant, il peut exister une certaine particularité, aussi bien sur le plan des textes que sur le plan de ses applications. Au niveau des textes, les principes de base du droit marocain de la responsabilité délictuelle sont issus du droit français. Mais les rédacteurs du DOC ne se sont pas bornés à reproduire les dispositions du Code civil français. Ils ont su tirer profit des apports de la doctrine et de la jurisprudence française. Et c'est pourquoi donc sur de nombreux points, les textes marocains consacrent des solutions qui ne sont pas contenues dans le Code civil français et qui en France ont été laborieusement dégagées par les tribunaux, à savoir la responsabilité du fait des choses, les articles 88, l'abus du droit, l'article 94 des troubles de voisinage et l'article 91 et 92, etc. Par ailleurs, le Code civil français ne consacre que 5 articles à la responsabilité délictuelle. Ça veut dire de 1382 à 1386, alors que le DOC consacre une trentaine d'articles à la question. Ça veut dire des articles 77 à 106 articles. Il en résulte que le texte marocain est plus complet, plus précis, et qu'il tranche certaines questions laissées dans l'ombre par le Code civil français. Mais paradoxalement, on trouve dans le DOC des règles qui n'ont pas leur équivalent en France et qui paraissent difficilement conciliables avec l'évolution du droit de la responsabilité délictuelle. Il s'agit notamment des articles 98, selon lequel le juge doit évaluer différemment le préjudice suivant qu'il résulte de la faute du débiteur ou de son dol. Cette distinction paraît à la fois ambiguë et embarrassante. Elle est ambiguë parce que l'article 98 parle du débiteur et ce terme risque de faire penser à la responsabilité contractuelle. En fait, il ne s'agit que d'une maladresse car la même règle est formulée
par l'article 264 à propos de la responsabilité contractuelle. On peut donc estimer qu'il s'agit du débiteur de l'obligation de réparer, c'est-à-dire de l'auteur du dommage tenu à réparer. La deuxième ambiguïté, c'est l'article 98 qui parle de la faute et du dol, mais l'on sait que par ces deux expressions, le DOC désigne la faute non intentionnelle, ça veut dire le quasi-délit, et la faute intentionnelle, c'est le délit. Le deuxième point qui est aussi important, qu'on trouve dans le DOC, c'est les règles posées par l'article 98 remettent en cause la fonction de la responsabilité civile. En effet, si le but de la responsabilité civile est d'assurer la réparation du préjudice, le juge doit prendre en considération non pas la gravité de la faute, mais l'étendue du préjudice. En revanche, si la loi ordonne au juge de proportionner les dommages-intérêts à la gravité de la faute, c'est qu'elle entend conserver à la responsabilité une fonction répressive, difficilement conciliable avec un système qui admet la responsabilité sans faute. Cette anomalie s'explique probablement par la volonté du législateur de conserver la responsabilité pour faute, un rôle moralisateur en prenant en considération la gravité de la faute. Le juge cherchera autant à moraliser, à dissuader qu'à réparer.